Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine, un bon week-end et surtout une belle rentrée, hein, qu'elle soit scolaire, fiscale, travail, enfin voilà, je vous souhaite le meilleur et surtout de bien s'accrocher là aux barrières, aux tangages parce que ça va vraiment secouer, je pense, cette année, surtout avec l'actualité politique, géopolitique, économique. On va voir comment, pourquoi, hein, vous connaissez la chanson dans mes vidéos avec l'actualité économique qu'on verra en fin de vidéo, mais également l'actualité crypto. Il y a pas mal de choses à dire, vous allez voir, très intéressantes sur le Bitcoin. Je vais également vous donner mon avis sur la suite des choses parce que normalement dans les cycles haussiers baissiers, vous savez, hein, pour ceux qui connaissent au niveau des cycles bull run et bear market, c'est en 4 ans. Et là, c'est vrai que normalement, on devrait avoir, si le cycle passé se répète, on devrait être en fin d'année, là, 2025, à un pic du Bitcoin. Donc, je pense que c'est le bon moment là aujourd'hui, faire un peu le point, en tout cas vous donner mon avis sur la suite des choses, en prenant en compte le fait, bien sûr, que je n'ai pas la science infuse, que je ne connais pas l'avenir. Bon, voilà, vous savez que je suis pas un conseiller financier également. Voilà. Donc après, dans la suite de la vidéo, je passerai au Bitchain, hein, vous savez, tout ce qui est projet crypto plutôt intéressant dans le RWA parce qu'il y a beaucoup de choses hein, qui s'agencent là et très rapidement. Donc le RWA est en train de pousser vraiment la tokenisation d'actifs et après je ferai le point sur les actualités crypto également là aussi en lien avec le RWA parce que c'est pour moi le narratif du moment. Bon, allez, bah écoutez, c'est parti. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à mettre un like, vous aimez la vidéo, pour soutenir la chaîne, à vous abonner, et puis c'est parti. Allez, je commence avec le rapport de Farsight Investor et surtout sur le Bitcoin. Et regardez-moi ça, on est vraiment dans des derniers jours un petit peu calamiteux en termes de flux sortant sur les ETF Bitcoin Spot, mais ça reste quand même pas ça, puisque en moyenne sur la semaine, on est plutôt sur des flux entrants. Donc vous voyez que là, on a 54,46 milliards de dollars, et c'est vrai que ça fait depuis 2-3 mois qu'on cantonne vraiment cette position-là. Alors on a fait les 56, voire 57 milliards de dollars de capitaux injectés, on va dire, dans le record sur les ETF Bitcoin Spot. Puis après, on a eu des sorties, de la correction, et donc on a baissé la somme totale de flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Donc on est vraiment une moyenne là, de 54,46 milliards depuis 2-3 mois. On est sur un range en fait au niveau des flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot, donc rien d'alarmant pour le coup. Et ce qui est intéressant, c'est là, on va passer aux ETF Ethereum cette fois et regardez, là par contre, c'est la douce, hein. C'est la douce froide. Donc depuis en fait cette semaine, nous n'avons eu que des flux sortants sur les ETF Ethereum et ça change vraiment vous savez, des flux de la série qu'on a eu vraiment verte avec que des flux entrants, mais on reste quand même à un 12,7 milliards de dollars entrants au total de flux capitaux sur les ETF Ethereum Spot. Donc ça reste un très beau score, bien évidemment, et surtout, moi, ce que je trouve très intéressant avec, c'est mon avis, et bien sûr, juste c'est mon opinion, c'est que on a des flux vraiment massifs sortant sur Ethereum, et donc on a une rotation de la liquidité, parce que si on reprend, vous voyez, le rapport sur Bitcoin, comme vous voyez ici, eh bien, la liquidité, en fait, est en train de se diriger de Ethereum de nouveau vers le Bitcoin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des, notamment altcoin season, hein, ou des Ethereum season, c'est que normalement, ça doit faire augmentation Bitcoin, ensuite la rotation de liquidité se dirige vers Ethereum, puis vers les autres altcoins. Là, pas du tout. Là, on a eu Bitcoin, ensuite la liquidité s'est dirigée vers Ethereum, et là, la liquidité, au lieu de se diriger vers les autres altcoins, se dirige de nouveau vers Bitcoin. En tout cas, sur les flux liés aux ETF. Donc, là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, le Bitcoin va repartir dans les mois qui viennent, pendant les semaines qui viennent. Je ne serais pas étonné que le Bitcoin reparte à la hausse et même fasse péter un nouvel ATH, et pas que pour cette raison. Pas que pour cette raison, simplement parce que là, alors, je continue toujours sur les ETF hein, rapidement. Là, j'ai le rapport de Solana, vous savez, hein, c'est timide encore, mais là, vous voyez que il n'y a pas eu de sortie aussi massive, notamment que sur Ethereum. Voire même, c'est l'inverse, c'est des flux entrants. Donc pour l'instant, Solana tient la baraque, mais avec des flux tellement minimes que bon, on ne peut pas dire qu'il y a une véritable tendance qui se dessine sur les altcoins autres que Ethereum. Donc maintenant, je passais toujours hein, sur Bitcoin avec des articles que vous connaissez, des informations intéressantes. Notamment, là, je suis sur un article de journalducoin.com, Bitcoin en rupture de stock, point d'interrogation. Les institutionnels achètent 6 fois plus de Bitcoin que les mineurs n'en produisent. Et pour moi, c'est vrai que ça,
c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui quand on voit notamment et qu'on fait le rapport par rapport au cycle précédent, vous savez, de cycle haussier de 2 ans des prix du Bitcoin, puis l'hiver crypto, donc d'hiver market, de 2 ans de baisse des prix du Bitcoin. Et c'est vrai que là, ce qui change, en fait, la donne qui change, c'est qu'effectivement, on a plus de Bitcoin qui sont achetés, en fait, tous les jours par les institutionnels désormais, que de Bitcoin qui sont minés, c'est-à-dire produits et mis, entre guillemets, sur le marché. Ah, et ça change la donne parce que je rappelle que le cycle haussier des prix du Bitcoin, il est lié à la base au halving. Et le halving, c'est quoi? C'est justement en fait le robinet de nouveaux Bitcoins en circulation qui est divisé par deux tous les 4 ans. Et donc, c'était le catalyseur dans les cycles passés sur le fait qu'il y avait un choc d'un coup soudain entre l'offre et la demande de Bitcoin, tous les 4 ans du coup, et qui provoquait par la suite 2 ans de hausse des prix liés à cette en fait corrélation entre l'offre et la demande sur le Bitcoin. Mais aujourd'hui, en fait, ce halving, quelque part, il a lieu tous les jours. Et là, elle a la différence. Vous voyez? Enfin, à mon sens, après, je peux me tromper. Peut-être qu'on aura toujours quand même ce cycle haussier et baissier, mais je ne serais pas étonné que les halvings aient de moins en moins d'impact, que ce soit vers la hausse, hein, positive, ou vers la baisse, par la suite avec l'hiver crypto, désormais à cause de ce phénomène. Et effectivement, donc, vous voyez, pas le, enfin, c'est quelque chose que je me suis dit quand même depuis pas mal de temps. Et là, vous avez, j'ai un article de cointribune.com, donc plus de bear market. Michael Saylor voit le Bitcoin franchir la barre d'1 million. Donc, effectivement, Michael Saylor, lui, il explique qu'avec la demande institutionnelle, eh bien, il n'y aura plus d'hiver crypto. Alors, lui, il dit plus du tout. Moi, je pense qu'il y aura quand même des cycles euh, des mini-cycles haussiers baissiers pour les prix du Bitcoin parce que tout actif ne peut pas aller vers le haut à 100%. Il y aura un moment, une correction massive, mais peut-être pas aussi massive qu'on l'a connue par le passé. Peut-être ce sera plus du moins 60%, et là ce sera plutôt du moins 30% pendant 6 mois. Enfin, vous voyez, voilà, ça peut changer. Bon, mais après c'est très compliqué de déterminer un chemin officiel sur le Bitcoin pour un bear market aujourd'hui, à mon sens, hein, pour ces raisons-là. Et vous voyez que et Michael Saylor n'est pas le seul, il y a d'autres économistes, analystes crypto, notamment, qui pensent la même chose pour les mêmes raisons. Ouais, ça paraît plutôt logique d'ailleurs. Donc là, vous voyez pourquoi aussi je pense qu'on est dans une tendance aussi où on peut être Bitcoin maximaliste aussi, c'est parce que vous voyez, j'ai un article de Cointelegraph France, les États-Unis, une entreprise sur deux investit jusqu'à 10% de ses profits dans le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Et ce qui est très intéressant, ce qui est dit dans cet article, c'est que ce n'est pas que les institutionnels du style BlackRock avec les gestionnaires d'actifs ou les grosses entreprises ou même les banques, etc. Non, il y a également les petites entreprises du type votre entreprise du coin, le restaurant, voilà, qui sont en train, aux États-Unis, ça devient de plus en plus inscrit dans la mentalité visiblement, alors que nous en Europe, même pas en rêve, hein. Alors en France, j'en parle même pas. Ce serait vraiment les extraterrestres, les ovnis qui feraient ça. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est en train de devenir la norme presque d'investir dans le Bitcoin, ou du moins une partie de ses revenus, ses profits dans le Bitcoin. Et là, c'est incroyable. Et on en est au tout début. Donc on a en fait, une vague d'évolution, d'adoption de masse du Bitcoin qui est l'équivalent là, de celle des années 2000 pour Internet. On est vraiment dans ce cadre-là. Parce que c'est les institutionnels, gros, moyens et petits, qui portent en fait le flambeau, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me dis, en plus de ça, et je vous rappelle, on n'a pas encore vu les banques, c'est-à-dire les grosses banques américaines n'ont pas encore injecté véritablement des fonds dans le Bitcoin. On les attend là. Mais quand elles vont avoir le feu vert, quand elles vont injecter de l'argent, ce ne sera pas des millions, ce sera des centaines de milliards. Voilà. Donc je pense que tout ça fait que faut se méfier sur la suite des choses pour un éventuel bear market. Alors voilà, c'est-à-dire faut prendre ses profits, il faut avoir sa stratégie de sortie. Donc l'idéal, toujours hein, sans prendre trop de risques, c'est là, avec les profits qui ont été faits déjà depuis 1 an, 2 ans, bon, bah, vous retirez déjà la somme que vous avez investie. Et si vous avez fait une plus-value, bah, tout le reste, c'est du bonus. Donc vous ne pouvez pas perdre, en fait, quelque part, plus que ce que vous avez misé. Bon, ça c'est l'idéal, bien évidemment pour tout le monde.
Et c'est faisable aujourd'hui si vous avez investi il y a quelques temps dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies. Voilà. Mais là, on entre dans une époque charnière, je pense, où la fin d'année va être vraiment très révélatrice sur cet aspect-là et sur la suite des choses, sur les cycles haussiers et baissiers du Bitcoin. Moi, je suis très curieux. Donc, on va voir la suite des choses. Bon, allez, je continue toujours hein, sur le Bitcoin. Regardez-moi ça. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est la courbe d'évolution, en fait, de l'adoption des Bitcoins hein, par les institutionnels, mais de type global. C'est Global Corporate, comme vous pouvez voir ici. Donc, vous avez en fait une centaine d'entreprises, clairement une centaine d'entreprises qui détiennent plus de 1 million de Bitcoin désormais. La semaine dernière, je vous avais montré, on était à 998 000. Donc là, on a sur les 100 entreprises hein, détiennent déjà plus d'1 million là au dernier trimestre, enfin au troisième trimestre de 2025. Et regardez un petit peu l'évolution, c'est-à-dire depuis rien que le quatrième trimestre 2023. Donc on va dire même 2024, parce qu'entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, c'est pas passé grand-chose en termes d'adoption. D'ailleurs, 2024, vous voyez que malgré le lancement des ETF, on n'a pas eu une grosse puissance de frappe hein, en termes d'évolution de nombre de bitcoins détenus par les entreprises. C'est vraiment à partir de la fin d'année 2024 où là on a une explosion nucléaire. Vous voyez, on est passé de 361 000 bitcoins dans les mains des plus grosses entreprises à 590 000. On a presque doublé. Alors, enfin, on a fait un 30-40% de plus en seulement un trimestre. Et depuis vous voyez que c'est enfin, on voit qu'on est quasiment sur une courbe linéaire là. Voilà, voire exponentielle. Je dirais qu'on est sur une courbe exponentielle quand on regarde quand on fait la modélisation mathématique du phénomène. Donc, moi je vous dis, enfin, projetons-nous dans 5 ans, dans 10 ans, ce chiffre 1 million, il pourra peut-être être à 5-10 millions, sans forcer. Voilà, donc 5-10 millions, alors 10 millions, c'est la moitié du supply total de Bitcoin existante sur Terre. Donc, voilà, quand je vous dis qu'on a un véritable choc là, entre l'offre et la demande qui se précise, c'est pas dans 50 ans. Hein. Et si on continue sur cette voie-là, si on continue sur cette voie-là, et c'est bien parti pour, parce que là, ces entreprises, majoritairement des entreprises américaines. Donc, on n'a pas encore les banques, on n'a pas encore les grosses sociétés, peut-être asiatiques, ou même les gouvernements et autres. Enfin, on a vraiment, je dirais, peut-être entre 5 et moi, je suis très très gentil, hein, 10%, on va dire, de la finance internationale traditionnelle qui est aujourd'hui dans le Bitcoin. Toute classe d'actifs, enfin, toute catégorie, on va dire, confondue. Bon, donc la marge d'évolution, elle est mais phénoménale en fait. Donc si on en arrive là, bah, imaginez, les cycles haussiers et baissiers, on n'aura plus. On n'aura plus, parce qu'on aura un tel achat massif de Bitcoin que le halving, il ne servira plus à rien, quoi, j'ai envie de vous dire. Et, voilà. Et surtout, pourquoi je vous dis que moi je pense que ce cycle haussier-là n'est pas terminé, et qu'il est peut-être loin d'être terminé, ou qu'on n'aura même plus de cycle haussier baissier parce qu'on est en train de rentrer dans un méga en fait bull run quelque part. Eh bien c'est ça, c'est-à-dire là j'ai un tweet de Bitcoin News, c'est que les gouvernements sont en train d'imprimer de l'argent en masse. Ça y est, on a atteint un nouvel ATH, vous l'avez dit la semaine dernière, pour le dollar, en termes de Global Money Supply M2 pour dollar. Et ça continue, c'est-à-dire que là, ça bombarde. Là, on a dépassé et ça continue, on atteint chaque jour de nouvelles ATH. La Chine, on continue, l'euro, pareil, et le Japon, pareil. On atteint une nouvelle ATH sur les 4 principales devises au niveau mondial. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette liquidité-là et cette impression d'argent, elle va se diriger forcément vers le Bitcoin, vers la bourse, vers plein de choses. Donc, faut s'attendre encore à ce que le Bitcoin prenne de la valeur. Parce qu'il y a une corrélation, je vous l'avais déjà montré, entre l'impression d'argent globale monétaire mondiale et l'augmentation des prix du Bitcoin et de l'éclat d'actifs à risque ou même le marché boursier. Voilà. Donc, bon, pour moi, il n'y a aucun signal qui me dit, et vous avez montré la semaine dernière les indicateurs techniques, vous avez vu, alors je ne vais pas les remettre là, parce que bon, c'est très récent, c'est la semaine dernière, mais aucun de ces indicateurs techniques ne disait, bon, on est dans une phase
overbuy, c'est-à-dire en phase de surachat, dans le rouge cramoisi où la cocotte minute va exploser. Loin de là. C'est même l'inverse. Bon, donc tout ça me fait dire qu'on n'a pas encore vu de très loin le pic du Bitcoin, mais encore une fois, je vous le dis, je peux me tromper. C'est-à-dire là, vous voyez, il faut vraiment faire sa propre analyse, ses propres recherches quand vous investissez là-dessus, parce que ben, l'économie n'est pas non plus une science exacte et le Bitcoin encore moins. Bon, et on a vu que d'ailleurs, le cycle actuel du Bitcoin, en tout cas des altcoins, n'a rien à voir du tout avec les précédents cycles historiques. C'est ça aussi qui me fait dire qu'il faut se méfier et pas du coup maintenant se baser sur les cycles passés pour calquer les cycles présents, voire futurs. Voilà. Bon, donc personnellement, moi je reste bullish, les amis, parce que tous les indicateurs que j'ai donnés là, toutes les nouvelles que j'ai données là au niveau macroéconomique, économique et même technique, quand on voit les indicateurs que j'ai présentés la semaine dernière, qui n'ont pas changé hein, d'ailleurs depuis. Allez, je continue. Donc maintenant, je vais passer à VeChain et au projet lié au RWA. Donc première information sur VeChain. Donc là, j'ai un tweet de la fondation VeChain directement qui fait référence à une mise à jour de leur portefeuille, vous savez, VWAR, c'est-à-dire leur wallet directement qui vous permet d'acheter et de stocker donc, vos crypto-monnaies sur l'écosystème de VeChain. Donc le VET, BTHO et le B3TR désormais. Donc là, il y a simplement donc une mise à jour qui permet de simplifier en fait plein de choses, permet de rendre l'interface et l'ergonomie beaucoup plus intuitive sur le portefeuille. Donc moi j'utilise tous les jours, hein, je dois vous avouer, avec la plateforme Rebeter DAO, tout ça, et c'est vrai que c'est très pratique, ça devient de plus en plus, et surtout que maintenant avec OneChain, on peut également, vous savez, investir dans le Bitcoin à partir du bridge donc OneChain sur l'écosystème de VeChain. Donc intéressant si vous voulez stocker quelque part vos crypto-monnaies, même autres que dans l'écosystème de VeChain, sur le portefeuille VWAR. C'est très pratique là-dessus pour gérer ces portefeuilles. Je continue, donc bien évidemment, on l'avait vu passer, c'est la mise à jour Hayabusa qui est passée en live, hein, en mainnet, ça y est. Donc ça veut dire quoi? Donc je vous rappelle que la mise à jour Hayabusa, hein, c'est la troisième grosse mise à jour de cette année pour l'écosystème de VeChain. La prochaine, ça va être donc du coup le Interstellar, associé donc au développement informatique pour les développeurs, etc. Donc nous, on ne verra pas trop les effets sur le coup, mais ça va être très important, cette mise à jour Interstellar, pour la suite des choses et pour les développeurs. Mais en tout cas, la mise à jour Hayabusa, donc qu'est-ce que c'était? C'était justement le changement des rendements de VTHO sur le point de vue statique en désormais dynamique. Donc c'est les personnes qui ont téqué, donc je rappelle, hein, leur VeChain en échange d'un NFT sur l'écosystème de VeChain qui désormais vont pouvoir prétendre à des récompenses donc, journalières sur le VTHO. Voilà. Et tout le reste, il suffit plus désormais de détenir du VeChain dans son portefeuille ou sur les plateformes exchange pour recevoir de façon statique des rendements en VTHO réguliers. Donc, forcément, il va y avoir un jour ou l'autre un choc entre l'offre et la demande sur le VTHO. Alors, ça prend du temps, parce qu'il y a énormément de VTHO en circulation. Il y a plusieurs centaines de milliards. Donc, ce ne sera pas du jour au lendemain qu'on verra des prix du VTHO décoller, parce qu'il n'y aura plus de VTHO pour tout le monde. Hein. Quoique, enfin, je dis ça, mais en fait, on n'en sait rien. Donc, bon. Mais en tout cas, c'est très positif pour l'écosystème de VeChain. Donc, on a compris que la mise à jour Hayabusa, c'est vraiment un changement de la tokenomics du projet. Et espérons que eh bien, ça relance la hype sur VeChain. Je continue avec un autre article de la fondation VeChain. Donc, OneChain rejoint en fait, l'écosystème de VBetter. Donc, effectivement, j'avais déjà annoncé le partenariat entre OneChain et VeChain il y a quelques temps, hein, mais c'était spécifiquement pour un bridge entre les crypto-monnaies et l'écosystème de VeChain Tor et OneChain, quelque part, et d'autres cryptos comme Bitcoin et même les stablecoins, etc. Bon. Aujourd'hui, là, on a vraiment l'annonce d'un partenariat entre OneChain, mais également vraiment la plateforme VBetterDAO. Donc, on a maintenant même le B3TR qui va être disponible, en fait, pour les liquidités, pour les pools, etc. Via tous les systèmes, donc, par exemple, les plateformes exchange décentralisées comme Radium, Uniswap et autres, eh bien, vous aurez la possibilité de trouver des paires, en fait, entre B3TR et d'autres crypto-monnaies dans les pools de liquidité. Voilà, donc c'est plutôt énorme, hein. Donc on voit bien qu'on a vraiment une expansion là d'un coup cette année de l'écosystème de VeChain avec la plateforme VBetterDAO en ligne de mire en fer de lance
sur en fait tout simplement l'ensemble de l'écosystème de la crypto-monnaie, de la DeFi. Donc c'est très intéressant et là on imagine que ça va forcément à terme, alors c'est nouveau donc ça va prendre du temps, mais attirer des liquidités, des capitaux, des investisseurs, etc. Et donc c'est vrai que là aujourd'hui, donc là je passe au VeChain statistique, comme vous voyez ici, avec le nombre notamment de nouveaux portefeuilles qui arrivent de façon journalière hein, désormais. Donc là on a 20 000 nouvelles adresses par jour en ce moment. Ça a baissé hein, par rapport à moi. Il y a un moment, on était à 120 000 nouvelles adresses. La semaine dernière, notamment, on était à 120 000 quand j'avais montré, j'avais fait la vidéo. Donc là, on voit bien que d'ailleurs, il y a une petite baisse, comme on peut voir ici, directement de l'adoption du nombre de portefeuilles, nouveaux portefeuilles sur VeChain. Donc là, je pense on va avoir une petite vague de ralentissement, mais ça reste très propre avec 12 millions quand même, à 500 000 portefeuilles. Et surtout que nous étions c'est-à-dire en janvier 2025, c'est-à-dire en début d'année, nous étions encore à 5 millions, même pas, on n'avait pas atteint les 5 millions de nouvelles adresses sur l'écosystème de VeChain. Donc on a fait péter en fait les scores là, on a fait péter les 7 millions de nouvelles adresses en l'espace de 8 mois, quoi. Incroyable, c'est incroyable. Donc, il se passe quelque chose quand même fondamentalement sur l'écosystème de VeChain, mais après, c'est là où c'est dommage, et je le répète hein, toutes les semaines, c'est que c'est pas le VeChain qui provoque cet engouement, ces nouvelles adresses de portefeuille, c'est le BTHO, comme vous voyez ici, et également le B3TR. C'est eux qui font vraiment, en fait, l'adoption actuelle et le gonflement des statistiques sur l'écosystème de VeChain. Voilà. Donc je pense que notamment la mise à jour Hayabusa va avoir un impact vraiment sur le VTHO ici, et je pense que les investisseurs ont plus tendance à vouloir se diriger vers le VTHO que le B3TR, clairement. Et que le VeChain, bien évidemment. Allez, je continue et enfin maintenant je passe à la Matrix, donc très importante, hein, c'est-à-dire la TVL, la Total Value Locked de VeChain. Et regardez-moi ça, donc on voit que là, depuis en fait l'explosion nucléaire de la TVL au 31 janvier, donc fin juillet 2025, à une TVL de quasiment 5-6 millions de dollars, eh bien, on a eu un x5, x6, et depuis cette époque, donc depuis le début août, on stagne autour des 5,8 voire 6 millions de dollars de TVL sur l'écosystème de VeChain. Alors là où c'est intéressant, c'est vraiment un nombre de VeChain, c'est là où on voit vraiment l'impact. C'est qu'effectivement, là aussi, ça stagne en termes de même nombre auprès de VeChain, bloqué tout simplement sur les liquidités de DeFi, notamment les pools. On voit bien que là où il y a le plus en fait de TVL log, c'est notamment VDelegate, hein, c'est la plateforme VBetterDAO encore, BetterSwap qui permet en fait de faire des échanges en DEX, c'est-à-dire en finance décentralisée, Vection, etc. sur la plateforme VBetterDAO également. Donc on voit que la plateforme VBetterDAO est en train de faire exploser tout simplement la TVL sur VeChain. Après, là aussi, il faut voir, c'est le Stargate. Et là, vous voyez que Stargate, on est toujours à 141 millions de dollars de TVL. Donc, c'est une énormité. Mais on voit qu'on a atteint peut-être un palier ou un plafond, je ne sais pas. Pour le moment, en tout cas, ça veut dire autour des 5,8, 5,9 milliards en fait, de VeChain stakés sur la plateforme Stargate. Vous savez, justement, dans le cadre de la mise à jour Hayabusa avec donc, quand on stake ces VeChain sur cette plateforme Stargate, en échange, nous avons du VTHO. Voilà. Donc, c'est ce principe-là. Donc, on voit qu'en fait, fondamentalement, si on réunit tous ces éléments, on a fait péter la TVL des VeChain. Donc, moi, je ne serais pas étonné qu'avec s'il y a une prochaine hype sur VeChain, vraiment, on fasse tout exploser au niveau des prix, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a un lien entre la TVL et l'augmentation de la TVL et les prix des tokens. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, moi, par le passé, c'est que dès qu'on a eu, par exemple, j'ai montré la semaine dernière, la TVL du Bitcoin, à chaque fois qu'on a eu un nouvel ATH sur Bitcoin, c'était lié, en fait, à une augmentation d'utilisation du réseau, également une augmentation d'utilisation, enfin, de la TVL plutôt, la valeur. Voilà. Allez, je continue avec le RWA et donc notamment Ondo Finance, hein, bien évidemment. Vous avez suivi l'actualité, et bien on a vu que ça y est, Ondo Finance a
dévoilé et lancé sa plateforme Global Markets avec plus de 100 actifs tokenisés directement sur sa plateforme. Et donc, ça commence bien sûr sur Ethereum, comme on peut voir ici. Donc, là où c'est intéressant, bah, c'est que ça y est, on a désormais vraiment des projets qui proposent, donc de façon globale, facile et accessible au public, eh bien, des actifs tokenisés donc sur la blockchain. Là, c'est énorme quand même, qui présente tous les avantages possibles. Plus de barrières d'entrée avec notamment des fonds pour les banques, notamment, plus d'intermédiaires, notamment bancaires, plus de frais de transaction bancaire, plus de pauses bancaires, c'est-à-dire le week-end. Voilà, donc maintenant tout est disponible 24 heures sur 24 avec des coûts, des frais de transaction extrêmement réduits. Voilà. Donc, c'est hyper positif ce qui est en train de se passer. Je continue avec Ondo Finance. Donc, la ligne entre la TradFi, la finance traditionnelle, et la DeFi, et la finance décentralisée, est en train de disparaître. Ondo, donc les stocks, en fait, les actifs tokenisés de Ondo et les ETF, donc intégrés dans la DeFi avec des stablecoins de style USDT, etc., sont en fait en train d'offrir de nouvelles opportunités pour les actifs traditionnels. Donc, et ça, c'est grâce à Chainlink et son système d'Oracle qui permet d'assurer la confiance dans les données, notamment au niveau des prix. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un partenariat solide entre Ondo Finance et Chainlink, et c'est pour ça que je rappelle que Chainlink, c'est également, alors je n'ai pas le temps de faire la mise à jour de tous les projets, j'en suis vraiment désolé, mais il y a trop de choses à voir. Et vous voyez déjà, on a des vidéos de 1 heure sur ma chaîne, donc c'est déjà beaucoup, je le sais. Ça pousse pas les gens à aller voir d'ailleurs une nouvelle personne, etc. Mais peu importe, moi je recherche vraiment la qualité plutôt que la quantité. Donc ça ne me dérange absolument pas. Mais voilà, en fait, j'ai pas le choix de faire déjà sur une semaine, j'ai pas assez de temps bah, des vidéos juniors, donc je ne peux pas tout voir. Mais Chainlink est vraiment un énorme projet également, hein, également dans le RWA très très important parce que c'est ce projet-là qui permet d'assurer, et pour de très très nombreux acteurs, maintenant la finance crypto et même traditionnelle désormais avec l'essor du RWA, eh bien la confiance dans les données. Très important. Donc ça, c'est l'essence même de la blockchain, hein, je vous rappelle, d'assurer la confiance même des données, mais Chainlink a poussé ce standard à un niveau très très élevé et institutionnel, bien évidemment. Donc vous voyez, on a un partenariat officiel entre Ondo Finance et Chainlink qui est vraiment de l'ordre, pas de la figuration, mais qui est de l'ordre ben, du technique et du réel. Donc pour vous dire pourquoi Ondo Finance est en train de péter et va tout péter, c'est que outre le fait qu'ils ont leur plateforme donc Global Ondo Market désormais avec tout cet aspect et tous ces partenariats officiels donc avec les acteurs de la finance traditionnelle mais également crypto comme Chainlink et même Donald Trump tant qu'à faire, qu'ils ont effectivement des partenariats avec les sociétés de Trump. Eh bien, Ondo Finance, voilà, regardez, leur TVL est en train de tout balayer sur leur passage. Voilà. Et ce n'est pas encore corrélé au prix. C'est là où je veux en venir, c'est que on voit que dans le RWA, on a vraiment une poussée massive des TVL, hein, des projets en général sur les RWA, des gros projets, je veux dire, mais on n'a pas encore vraiment de retour derrière sur les prix. Des projets, donc je pense que à terme, après je peux me tromper encore une fois, hein, bien évidemment, mais mon avis, c'est que dans quelques temps, quand on va avoir une nouvelle hype sur le RWA, je pense que c'est une question de temps, on va vraiment avoir des prix qui vont exploser massivement. Mais vraiment massivement, un peu à l'image, vous savez, de la hype qu'il y avait eu sur l'intelligence artificielle donc l'année dernière. On avait des TVL sur les projets crypto IA, notamment Fetch.ai ou Bitsensor, ça, qui avaient littéralement décollé, explosé. Eh ben là, c'est un peu le même principe, ça me rappelle un petit peu le même phénomène, mais on n'a pas encore le retour en fait sur les prix. Bon, donc je pense que c'est une question de temps avant que tout explose, hein, les amis, là-dessus, parce que en plus les institutionnels s'engouffrent massivement et de plus en plus sur les RWA. Donc là, je vous donne un exemple, hein, par exemple sur Plume, notamment Plume, parce que vous savez, c'est le nouveau projet que je vous ai présenté il y a quelques semaines, et regardez, on est toujours des phases. Alors, il n'y a que la total value où là, ça baisse, effectivement,
Mais on a sinon, regardez, des beaux scores là au niveau du nombre de holders, notamment 197 000, quasiment 200 000 détenteurs d'actifs de RWA sur Plume, alors que tout qui est, alors que le marché total du RWA est de 300, 400 000 holders. Donc on voit que Plume détient la majorité à eux tout seuls des holders de RWA sur l'écosystème crypto. Assez incroyable quand même ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc bien sûr, après, ça reste à, faut être prudent hein, toujours, mais quand même, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur ce genre de projet. Donc, on voit que là, Plume a fait un nouveau partenariat désormais avec Circle et elle va intégrer le USDC sur le réseau de Plume. Donc, nouveau stablecoin et donc nouvelle catégorie, on va dire, de RWA à explorer en termes de stablecoin, etc. Bon, allez, je continue cette fois avec Ripple, et notamment le XRP. Donc, d'ici 2030, 10% des actifs globaux sont attendus en termes de tokenisation, c'est-à-dire seront tokenisés selon Ripple. Voilà. Donc, pour saisir l'opportunité, les institutions, en fait, doivent faire une fondation de confiance. Voilà, et c'est pour ça que Ripple met à disposition de ces institutions, en fait, leur service de sécurité quelque part pour stocker et détenir les crypto-monnaies. Voilà. Donc, on voit bien que d'ici 2030, tout le monde, tous les acteurs en termes crypto et même de la finance traditionnelle s'accordent pour dire qu'on va atteindre un niveau en fait extrêmement puissant de tokenisation d'actifs sur ce qui existe réellement déjà en termes de finance traditionnelle. Et c'est logique, puisque bah, il n'y a que des avantages à tokeniser les actifs. Donc pourquoi s'en priver, entre guillemets? Et en plus, à partir du moment où vous avez des acteurs, des entreprises qui s'y mettent à la tokenisation d'actifs, eh bien, les entreprises qui ne s'y mettront pas seront quelque part reléguées en arrière-plan. Donc c'est même désormais une question de survie pour les entreprises de rester à la pointe de la technologie, entre guillemets, en termes de finances traditionnelles, puisque la finance en fait crypto est en train de passer, mine de rien, en finance traditionnelle. On est en train de voir vraiment la fusion entre l'ancien monde Wall Street et le nouveau monde Wall Street, donc Wall Street 2.0 d'ailleurs. Pas pour rien que Hondo Finance appelle son projet le Wall Street 2.0. Oui, voilà. Bon, allez, je continue donc toujours avec le XRP. Donc là, j'ai un article de cryptost.fr. La demande pour les ETF XRP de Ripple Spot est gravement sous-estimée selon ce spécialiste. Donc le lancement très attendu des ETF XRP Spot sur le marché boursier américain pourrait générer des entrées estimées à 5 milliards de dollars au cours de leur premier mois de négociation, des chiffres gravement sous-estimés selon ce spécialiste. Alors, je ne sais pas le nom du spécialiste, j'aurais bien aimé avoir le nom. Mais bref, voilà. Et je pense que ça rejoint, mais c'est ce que je vous disais la semaine dernière, en fait. Marrant. Enfin, donc, le XRP, on voit que il y a carrément une armée, XRP Army, qui a, si vous voulez, changé la donne en termes de. Il y a même un article sorti, je crois, alors, pas sur cryptost.fr ou CoinTribune, où vous expliquez justement comment la communauté du XRP et également les institutionnels qui sont derrière le XRP, les partenaires, etc., ont réussi à travers leur lobby XRP à concurrencer donc le Bitcoin, même à la Maison Blanche. À un moment, vous savez, il y a eu une confrontation ouverte hein, entre les XRP maxi, entre guillemets, et les Bitcoin maxi, et ça s'est retrouvé carrément à la Maison Blanche, où Trump a déclaré, ouais, bah, le XRP, ça va être dans la cagnotte nationale, en gros. Euh, pour la crypto américaine et puis le Bitcoin aussi. Et puis il s'est rattrapé un moment, il dit ouais, mais en fait, non, c'est que le Bitcoin. Et puis, enfin, il y a eu tout un micmac comme ça à un moment, et c'est pour vous dire l'influence de tout ça sur le niveau du XRP. Donc imaginez qu'on aura un ETF XRP, mais le bazar ça va être entre déjà les institutionnels qui utilisent déjà le XRP dans la finance, dans les paiements transfrontaliers, les banques centrales, les institutionnels classiques qui n'attendent que ça et qui ont déjà du XRP. Enfin, le XRP est déjà en fait reconnu sans avoir d'ETF comme un des actifs les plus institutionnalisés déjà de base en fait. Voilà, parce qu'il permet justement de concurrencer le réseau SWIFT bancaire qui est la base justement de la finance traditionnelle.
tout simplement. Donc le XRP, à travers cette révolution technologique du réseau Swift quelque part, que ce soit pour le concurrencer ou pour le révolutionner, hein, à voir ce que ça peut donner par la suite, ben, dans tous les cas, est très bien positionné pour justement attirer les capitaux institutionnels. Voilà, et peut-être même autant, alors peut-être pas plus que le Bitcoin, bien évidemment, parce que le Bitcoin, on est sur de l'or, hein. Le Bitcoin, c'est de l'or, donc c'est pas la même chose. Mais le XRP, c'est une révolution technologique, donc équivalente au réseau Swift bancaire. Bon, donc effectivement, je partage tout à fait ce point de vue. En fait, le XRP est totalement sous-estimé pour l'instant, même au niveau des ETF. Allez, bon, ben, je vais continuer. Cette fois, je vais passer aux articles, vous savez, sur la crypto-monnaie et notamment le RWA. Donc là, je suis sur un article de cointribune.com. Tether prépare une diversification historique avec l'or. Donc, je vais vous parler de l'or, hein, mais l'or, en fait, est en train de tout faire péter là, en ce moment. Donc l'or fait déjà partie des garanties majeures de Tether pour soutenir ces stablecoins. Parce que je rappelle que Tether, hein, c'est l'entreprise qui est derrière le USDT, le stablecoin, et donc doit garantir en fait pour 1 dollar également bah, sa réserve en USDT. Donc un stablecoin égale 1 dollar réel ou alors une garantie liée à d'autres choses, comme des bons trésors américains ou notamment de l'or. Donc là, vous voyez que déjà, ils ont une énorme quantité d'or, parce qu'ils ont 8,7 milliards de dollars stockés à Zurich et un stablecoin adossé à l'or. Donc ils ont Tether une énorme quantité d'or déjà, et ils veulent en plus, c'est-à-dire investir dans toute la filière des mines aux sociétés de royalties. Donc là, ils commencent à vraiment Tether, même à inquiéter, hein, parce que si ça devient un méga mastodonte qui commence à avoir en fait ses parts un peu dans tout n'importe quoi, bah, ils vont avoir une sphère d'influence non négligeable, et que ça rappelle notamment BlackRock. Voilà. Donc à ce niveau-là, il faudra y réfléchir, mais en tout cas, ils sont en train vraiment de pousser leurs tentacules un petit peu partout dans la finance de l'or. Allez, je continue. Donc, cryptost.fr, tokenisation, les premières actions enregistrées par la SEC arrivent sur Solana. Donc, vous voyez ce que je vous dis quand même. Les actions tokenisées sont en train de redéfinir les fondamentaux jusque-là mis en place sur les marchés boursiers. Révolution. Une expérimentation menée en temps réel par la société Crypto Galaxy Digital qui devient la première à lancer une option du genre sur Solana pour son action GLXY enregistrée par la SEC américaine. Donc, on voit vraiment qu'on est en train d'assister en fait à l'essor du RWA et à la fusion entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, la finance révolutionnaire crypto. Allez, je continue, je ferai un petit résumé après. Cointelegraph France, les fonds alternatifs tokenisés bondissent de 47% pour atteindre 1,7 milliard de dollars en 30 jours. Donc c'est Ethereum qui domine les fonds institutionnels alternatifs tokenisés avec 1 milliard de dollars, soit plus de la moitié du marché. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose au niveau du RWA. Vous voyez, bien plus que sur l'IA pour l'instant. Alors l'IA, je pense qu'un jour, l'IA va retrouver sa hype de 2024 et ça va exploser tout sur son passage. Mais aujourd'hui, là, à l'instant T, pour moi, le narratif crypto, même le narratif de la finance actuelle, c'est le RWA. Les institutionnels se jettent dessus, les entreprises se jettent dessus, même les particuliers se jettent dessus, parce qu'on voit bien qu'avec le nombre de holders de RWA, comme je vous ai montré sur le site rwa.xyz, eh bien, ne cesse d'augmenter. Bon, donc il se passe quelque chose là-dessus. Et c'est que le début. C'est ça que je veux vous dire, c'est que pour moi, c'est vraiment que le début là. Là, rien que de savoir que ça existe, c'est déjà une énormité. Si vous savez que le RWA, qu'est-ce que c'est le RWA, bah, vous faites partie des 1%, même au sein de la crypto-monnaie, hein. C'est-à-dire, il y en a qui sont uniquement en Bitcoin et puis ne veulent pas entendre parler du reste. C'est dommage, parce qu'il y a le Bitcoin et puis il y a également le reste quand même à prendre en compte avec des opportunités terribles sur le RWA notamment. Et donc, ça, vous voyez, pour moi, donc, ça, le résumé crypto, après, là, je passe à l'actualité économique, il y a des choses intéressantes aussi à voir. Euh, pour moi, la crypto-monnaie, vous voyez, déjà, c'est l'avenir. Je suis toujours aussi bullish qu'avant, si ce n'est dire, donc, pour l'aspect suite du marché haussier, que ce soit le court, même moyen, long terme, parce qu'au final, moi aussi, je suis en train de rejoindre l'avis de Michael Saylor, en fait, c'est que, vu les données qu'il y a, que ce soit mathématiques,
savez, entre le nombre de bitcoins qui sont minés et qui sont directement absorbés par les institutionnels. Donc aujourd'hui, il y a plus de demandes sur le bitcoin, il y a plus de bitcoins achetés tous les jours que les bitcoins qui sont mis sur le marché. Donc forcément, mathématiquement, on a une explosion de la demande par rapport à l'offre, donc on va avoir mécaniquement une explosion des prix. Et ça, et ce chiffre continue de grossir tous les jours. On l'a vu avec les entreprises qui commencent à vraiment rentrer dans la course, même les petites entreprises. Bon, donc on est qu'au début là, on voit bien qu'on est qu'au début de quelque chose de très lourd. Le Bitcoin, bah, c'est plus comme avant. Le Bitcoin avant, c'était juste un actif volatile. Maintenant, c'est une valeur refuge, puisqu'il a été adoubé en tant que tel par la finance traditionnelle elle-même, c'est-à-dire BlackRock, Larry Fink, PG de BlackRock, etc. Donc, on est dans une alternative, on est dans une configuration où c'est vrai qu'on n'a plus besoin de halving. Donc, on n'aura plus autant d'effets de halving sur le Bitcoin. D'ailleurs, on a vu que les prix du Bitcoin, ils ont explosé, pas à partir du halving cette année, enfin l'année dernière, c'est vraiment à partir du lancement des ETF. Et donc, de l'arrivée des capitaux institutionnels. Voilà. Donc tout ça me fait dire que je peux me tromper, hein, bien évidemment, hein, je ne vous demande pas de prendre ce que je dis au pied de la lettre, parce que, encore une fois, je ne connais pas l'avenir. Juste, je donne mon avis, après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je mouille un peu, hein, quand je donne mon avis, voilà, je, je le dis, quoi. Mais je pense que je ne serais pas étonné qu'on n'ait plus des cycles baissiers, on va avoir un moins 50%, moins 60% sur le Bitcoin d'un coup. Alors peut-être qu'on aura des baisses, ça c'est sûr, il y aura des baisses, on ne peut pas rêver, moins 30% sur le court terme, mais ça, globalement, on va monter toujours vers le haut et ne comptez pas peut-être ne comptez plus sur l'halving. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ne comptez plus sur le halving pour faire vos stratégies peut-être. Voilà. Bon. Et sinon, pour le reste des choses, bah, tout ce qui est IA et l'IA de l'avenir, on l'a vu, c'est de voir les actualités, hein, pas besoin d'être dans la crypto pour ça. Donc, ce qui est crypto lié à l'IA, hein, les produits solides comme Fetch.ai et Bitcoin Source, ça va exploser. Et le RWA, on est en plein dedans. On voit que tous les jours, il y a des nouvelles qui nous disent que le RWA, c'est là, quoi. C'est là pour rester. Bon. Donc, là aussi, pas compliqué de vous dire que je suis bullish. Toujours autant sur cette technologie-là, surtout qu'en plus c'est une technologie. Voilà, c'est pas, voilà, c'est pas un meme coin ou un shitcoin, c'est pas un actif sur lequel on peut miser, on parie et basta. Non, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner quelque chose. Bon, voilà. Et en parallèle, donc pourquoi on est de plus en plus sur un contraste entre les positifs, les actions positives et l'aspect positif du marché crypto, du Bitcoin qui permet en fait de débancariser. Parce que la finalité, en tout cas pour moi, de ce marché-là, c'est de débancariser, de sortir du système traditionnel qu'on connaît avec les banques, notamment ici même en France, hein, en Europe, au niveau mondial, parce que derrière, sur la finance et l'actualité économique traditionnelle, on voit de plus en plus des choses catastrophiques, en fait, faut le dire. Pour ça, je passe aux actualités économiques et notamment donc, les échos, fraude aux dividendes, crédit agricole, proche d'un accord avec la justice. Donc on croit rêver quoi. C'est-à-dire qu'on nous a bâti pendant 10 ans que la crypto-monnaie et la blockchain c'était pour les criminels. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que les banques, elles enchaînent en fait les procès, les fraudes, enfin, truc de fou quand même. Donc Crédit Agricole a rendez-vous ce lundi devant un tribunal de Paris pour régler une affaire pénale de fraude aux dividendes. Le juge doit valider l'amende proposée par le procureur de la République dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public. Voilà, on en est. Donc pendant qu'on a ça, pendant qu'on a le pays qui est en train de couler avec notamment des reprises d'entreprises ou des faillites, tout simplement. Donc là, l'acier, 2 offres de reprise en lice pour le sauvetage de Novasco. Donc 2 repreneurs potentiels se sont manifestés, mais le site d'Agondange, trop coûteux, ça coûte 200 millions pour lancer l'entreprise, enfin en tout cas dans ce cadre-là, reste sans solution. Le tribunal de commerce doit statuer d'ici le 25 septembre sur ces propositions encore incomplètes. Ah, il y a 400 emplois encore menacés, hein, j'ai envie de vous dire. Ça devient la norme, quoi. Enfin, et entre-temps, bah, on en est là à discuter de la dette en France. Donc, la tribune.fr, la France réussit son emprunt obligataire, mais il met le prix. Ouais, bravo, génial. Avec un niveau de demande au double de l'offre. Donc, ça, c'est pour l'instant positif, parce que ça veut dire que sur la dette, donc notamment quand on a
la France, en fait, qui offre de la dette, qui met en vente des obligations, eh bien, vous avez d'ailleurs de la demande pour l'instant, et vous avez 2 fois plus de demandes que d'offres. Donc ça, pour l'instant, c'est très positif. Ça veut dire que les investisseurs restent confiants dans la dette française, mais pour le moment. Pour le moment. Et ils restent confiants, mais avec des garanties. Et notamment, ces garanties-là, bah, c'est quoi? Bah, c'est les taux qui sont en train d'exploser. On voit bien que là, sur les taux de rendement de l'obligation sur 10 ans de la France, eh bien, nous sommes à 3,44, enfin, quasiment 45 aujourd'hui, et on n'a jamais atteint ces niveaux depuis longtemps. Voilà, faut que je vois depuis là, je suis à tête du graphique là, mais au niveau des années, on voit bien qu'il fallait attendre peut-être 2008, pour atteindre des niveaux actuels. Bon, donc on voit bien que même durant le Covid, nous n'avions pas, quand on était en confinement là en 2021, c'était 2020, 2020, je sais plus, 2020, c'est 2020, 2021. Bon bah voilà, nous n'étions pas à des niveaux si élevés. Donc là, on voit que se passe vraiment quelque chose sur la dette de la France. Donc c'est bien, on arrive encore à faire confiance, enfin, les investisseurs ont encore confiance dans la France, dans la dette française, mais ils demandent plus de garanties sur 10 ans, et ça, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Bon. Je continue, donc voilà, on n'est pas sorti de l'auberge là, pas du tout, du tout. Et puis surtout qu'on n'a pas encore eu les nouvelles sur Bayrou, sur, vous savez, ah, il va se faire virer, donc l'autre là, il va falloir mettre quelqu'un d'autre. Qui c'est qu'il va y avoir à la place? Bah, on sait pas. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un à la place? Bah, on sait pas. Donc là, on se dirige vers un cadre, on serait encore en crise politique comme en 2024 ou 2023, où on se retrouvait dans une impasse, en fait, tout simplement, et sans gouvernement. Donc là, je ne dis pas le bordel que ça avait déjà coûté l'année dernière, non, enfin en 2023. Ça avait été vraiment la catastrophe pour les marchés boursiers français, pour le CAC 40, pour tout ce qu'il y avait lié à la France. Donc là, on est sur prixdubaril.com, donc bonne nouvelle, hein, ça c'est bien. On a une chute du cours du baril du pétrole, vous voyez, on continue là depuis en fait 2022, hein, depuis la guerre Russie-Ukraine. Et donc là, on a atteint un nouveau plus bas depuis 2022 avec le prix du baril du pétrole qui devrait se ressentir à la pompe. Donc ça, franchement, faut profiter, savourer que c'est bien, que ça se passe comme ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je passe donc au cours de l'euro par rapport au dollar. Là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, même si c'est à prendre en fait avec des pincettes, parce que quand on voit le cours de l'euro par rapport au dollar qui est haut, c'est bien dans un sens, mais c'est pas bien aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est bon pour en fait les exportations, entre guillemets, mais c'est pas bon pour les importations. Enfin, l'inverse plutôt. L'inverse. Voilà. Donc pour l'instant, ça c'est pas dû au fait que l'Europe est solide, hein. C'est l'inverse, en fait, c'est l'Europe est faible, mais Trump a vraiment une politique, donc avec des tarifs douaniers, on l'a vu, très agressive sur le plan commercial, donc il fait baisser le dollar pour favoriser justement les exportations. Voilà. Donc c'est la politique de Trump qui fait qu'on profite indirectement en fait de cette chute du dollar, surtout qu'en plus les autres pays bah, sont un peu en guerre commerciale maintenant avec Trump, puisque les tarifs douaniers ont déstabilisé les relations commerciales avec les États-Unis. Donc Trump a fait chuter mécaniquement le cours du dollar à cause de ça. Et ensuite, maintenant, je passe au cours de l'or par rapport à l'euro. Et regardez-moi, cette semaine, on a vu une explosion du cours de l'or de 3,63%, clairement en une seule semaine. Donc, l'or est en train de nous dire quelque chose. Vous voyez, et l'or, c'est vraiment le symbole, on va dire, de la crise économique quand il augmente. Et donc là, il a fait une poussée là, en une semaine. C'est quasiment du jamais vu de voir un cours de l'or qui augmente de 3,63% sur 7 jours, sur une semaine. C'est vraiment très rare. Donc on voit bien que là, à l'approche, en fait, avec la rentrée, à l'approche de plein de choses, hein, donc l'approche des résolutions de conflits entre la guerre, enfin entre la Russie et l'Ukraine, mais avec l'Europe qui veut lancer maintenant ses troupes sur le sol ukrainien dans le cadre d'une perspective de paix. Alors il faut qu'on m'explique quand même ça aussi. Donc là aussi, hein, perspective que ça dégénère, parce que Poutine a déjà déclaré que si c'était le cas, bah, les soldats occidentaux seraient visés directement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire confrontation entre soldats russes et soldats sous drapeau officiellement des pays européens, donc Troisième Guerre mondiale, hein, voilà, autrement dit.
Donc, est-ce que l'or a absorbé un peu cette chose-là, cette crainte des investisseurs d'une escalade vers une guerre mondiale? Est-ce qu'il a plutôt anticipé que la France était à deux doigts de couler? Et donc, ben, on augmente, enfin voilà, ça. Une nouvelle crainte des investisseurs, c'est qu'il n'y ait plus de gouvernement en fait français à cause de la démission, enfin de la chute du gouvernement Bayrou. Et donc, on se retrouve dans une perspective identique, similaire à celle de 2024-2023. Je ne sais plus l'année. On n'avait plus de gouvernement, donc ça avait fait chuter les marchés boursiers, ça avait des conséquences quand même désastreuses sur le court terme. Pourquoi pas? Voilà. Et une perspective aussi de la baisse, surtout, hein, de la baisse des agences de notation de la dette française. Parce qu'on n'en parle pas. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que la dette française reste prisée par les investisseurs, parce qu'elle a une bonne note. Elle est en note triple A. Donc forcément, c'est une des meilleures notes au monde, hein. Mais si on... Non, pas triple A, je suis n'importe quoi. En A-, pardon. En A-. Mais si on continue à faire n'importe quoi et si les notations baissent la note, on passerait en un cadre moyen. Et là, les investisseurs demanderaient soit plus de garanties, donc ça fait exploser les taux d'obligation de rendement sur 10 ans. Donc le taux que je vous ai montré ici, là, il pourrait péter à 4-5%, si c'est le cas. Ou alors, tout simplement, il n'y aurait plus assez de demandes sur la dette souveraine française par rapport à l'offre. Et là, ce sera encore plus problématique, puisque ça veut dire qu'on n'aurait plus d'argent, en fait, à moudre pour la dette française. Donc, est-ce que l'or est en train d'anticiper tout ça? Parce que si c'est là, c'est que la France dont je parle, mais forcément, ça aura des implications au niveau européen, clairement. Et puis, il y a aussi la chute de l'économie européenne globale, hein. Voilà. Donc là, l'or est en train vraiment de tout faire exploser par rapport à l'euro, mais également par rapport au dollar. Et oui, puisque de toute façon, le dollar est en train de chuter, on le voit bien, même par rapport à l'euro. Donc l'or aussi en profite. Et ensuite, il n'y a pas que l'or, et là où c'est intéressant, il y a également l'argent qui profite, regardez-moi ça. Donc là, sur 3 mois, l'argent a fait du plus 11%. Donc cette semaine, l'argent est resté plutôt stable, hein, il me semble, je dis pas de bêtises, mais on voit bien que là, nous sommes en train d'assister sur le plan annuel à vraiment une explosion des cours de l'argent. Vous voyez, donc oui, l'argent a fait un plus 2,62% sur une semaine. Donc l'argent atteint aussi des records, hein, en euros jamais égalés, historiques. L'or aussi, hein, l'or, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un record, hein, ce que nous a fait l'or. Donc l'or, là, le statut actuel de l'or à 98 500 euros le kilo, c'est du jamais vu. Voilà, c'est la première fois dans l'histoire que l'or atteint un tel niveau. Donc on voit bien que les valeurs refuges aujourd'hui, l'or physique, l'argent physique, sont en train d'exploser. Donc il y a vraiment une inquiétude mondiale, je dirais, et surtout européenne, hein, clairement, sur la suite des choses et sur la finance, sur les banques, sur plein de choses. Et donc, c'est pour ça, hein, surtout protégez-vous les amis. Pensez à diversifier votre patrimoine, hein. Ça, c'est comme ce que je vous dis ce que j'ai fait personnellement. Donc, mettre dans le franc suisse notamment, ouvrir des comptes bancaires à l'étranger tout en les déclarant pour rester dans la légalité. Euh, L'or, l'argent, le bitcoin, enfin voilà, comme ça vous ne mettez pas vos œufs dans le même panier et surtout vous ne subissez pas une dévaluation de l'euro. Parce que quand on voit l'or qui augmente comme ça, je rappelle que ce n'est pas la valeur de l'or qui augmente, c'est en fait l'euro qui chute, quelque part. Et quand on voit que l'euro augmente par rapport au dollar, imaginez l'état du dollar en fait. Donc là, on est en train d'assister vraiment à une catastrophe monétaire internationale, mondiale. Bon, donc il faut se protéger par rapport à ça. Voilà. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui, hein. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner parce que bah, ça fait toujours plaisir d'avoir toujours plus de monde sur la chaîne. Et puis je vous remercie également tous, hein, j'en profite du fond du cœur pour vos likes, vos soutiens, même par message privé et tout. Ça fait super plaisir. Voilà, c'est les potes quoi. Bon, allez la bise. Ciao, à la prochaine.